plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, Marc, on a, je le salue d'ailleurs, Pat Laprade, qui est un bon gars, un très gentil monsieur, qui est une personnalité, une des plus connues au Québec concernant le monde de la lutte. Pas lutteur, mais un historien quand même respectable et respecté. Il va te parler des top 10 des équipes québécoises. Alors, on fait une pause. On revient avec l'entrevue avec Pat Laprade, le célibataire numéro 1 au monde. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Notre invité au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Pat Laprade, historien, écrivain, descripteur à TVA Sport de la WWE. Un ami qui est à mon mariage. Absolument. un danseur. Il y avait beaucoup de commentateurs de lutte à ton mariage, Marc. Oui, il y avait une belle brochette, mettons. Pat, je t'ai demandé d'être là parce que c'est le 3e épisode qu'on fait sur les équipes et c'est incroyable comment il y a de choses à dire sur les tag teams. On a eu plusieurs invités. On a eu Éric Mastrocola de Mass Destruction de la TOW, Paul Leduc des Frères Leduc, Raymond Rougeau. On a eu PCO, bien sûr, des Québécois. On a eu Sylvain Grenier de la Résistance. On a eu Bert Hébert, Bertrand qui nous a un peu donné, à ta recommandation d'ailleurs, un peu de détails sur la fichue corde. Mais je voulais que tu sois là pour nous faire un top 10 des meilleures équipes, selon toi, québécoises en termes de tag team. Oui, exactement. J'ai travaillé là-dessus. Moi, quand on avait fait le livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut, Bertrand et moi, on avait, quelques années avant, dans le fond, j'avais demandé à plusieurs journalistes, anciens lutteurs, tout ça, de faire un top 25 des meilleurs lutteurs québécois, mais j'avais demandé aussi un top 10 des meilleures équipes. Alors, j'ai repris ce top 10-là que je n'avais pas regardé depuis quelques années déjà. Et, Combien d'années? Ben, écoute, ça, c'est 2013. Donc, ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Incroyable. C'est fou. Et je l'ai un peu adapté avec, les dernières équipes, les plus récentes équipes. Il y a des Québécois qui ont accompli de belles choses dans les 8 dernières années. Alors, tu veux qu'on commence par numéro 10, numéro 1? Le numéro 10, mais je vais faire le chanteur, OK? Numéro 10. OK, ça c'était chanté. Ça, c'était chanté. C'est dans ce temps-là, je m'ennuie de Pat Maltais. Ça ne doit pas arriver souvent. Numéro 10, j'y vais avec Matt Lee et Jeff Parker.
deux Québécois qui ont eu une mauvaise nouvelle récemment. C'était évidemment l'équipe d'Ever Rise à NXT, connue sur la scène indépendante sous 3.0. Qui, malheureusement, là, c'est ça, ont perdu leur travail avec la WWE dans les dernières semaines. Écoute, c'est une équipe qui est ensemble depuis 2002. Donc, ça fait presque 20 ans qu'ils font équipe. Et puis, bon, évidemment, c'est dur de comparer les époques. Mais une équipe qui est ensemble depuis près de 20 ans, qui arrive à se rendre à un statut, à un niveau comme celui de NXT, c'est la WWE, c'est bon, ils ont fait 205 Live, écoute, c'est une équipe qui se complète très bien, les gars se connaissent excessivement bien, beaucoup de charisme, un petit peu plus des points vers la comédie. Mais ça en prend. Hein? Ça prend un peu de tout pour faire un spectacle divertissant. Moi, de mon côté, je suis vraiment pas pour la comédie. Toi, tu es vraiment non, hein? Ça va contre tes valeurs. Oui. On a souvent vu ça avec Richard Charland, Pierre-Carl Ouellet, Sylvain Grenier, Anselme GF. Tu as raison, Marc. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'est important de les mettre dans le top 10 parce que c'est rare, surtout des équipes qui arrivent à avoir cette longévité-là ensemble. Surtout aujourd'hui. Ben, surtout aujourd'hui, le booking va tellement vite, on shotgun souvent les storylines, on essaie de créer quelque chose que les gens ne s'attendront pas, fait qu'on va briser souvent les équipes et rapidement. Donc, de voir ces deux gars-là lutter ensemble depuis près de 20 ans, je trouve ça assez remarquable, ces deux gars qui le méritent. Si je peux me permettre, avant d'aller au numéro 9, je les ai mis devant d'autres équipes qui ont peut-être connu plus de succès, mais à une autre époque. Ça, je dis des fois, les époques sont un peu difficiles, mais des équipes qui faisaient partie du top 10 dans le livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme Frenchy Martin et Michel Martel, le frère de Rick, qui ont eu du succès, mais à Porto Rico pendant un plus court laps de temps, évidemment, Michel Martel qui est décédé. Dino Bravo, Éric Martel, qui est un peu notre version à nous des Mega Powers, hein? Savage Hogan, c'est les deux vedettes qui faisaient équipe. C'était spectaculaire, mais ils n'ont pas été en équipe longtemps. Johnny et Jacques Rougeau, la vieille garde des frères Rougeau, qui eux aussi ont lutté en équipe, mais les deux sont plus connus comme des lutteurs en simple. Ouais. Bob et Paul Lortie, qui sont méconnus au Québec, même de moi. Là, je mériterais de me pencher un peu plus sur ces deux gars-là. Et une équipe plus récente que tu connais, TDT, Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois, qui s'y arrivent à avoir un break aux États-Unis, comme par exemple Matt Lee et Jeff Parker ont eu, pourraient facilement faire partie du top 10 un jour. Donc, je voulais juste donner un petit background de quelles équipes là, j'ai laissé de côté pour continuer le top 10. Numéro 9! Je suis soudainement content, c'est pas un top 25. Gino Brito et Dino Bravo au numéro 9. On les appelait candidement les Italiens dans les années de Lutte Grand Prix. Pourquoi chercher, pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Gino Brito, Dino Bravo, bon, c'est les débuts de Dino Bravo, vraiment. Bon, il avait lutté un petit peu pour les As de la lutte, mais a rapidement rejoint son ami Gino. Gino le connaissait depuis qu'il était tout petit, Dino Bravo. Il restait au bord de la rue de Gino. Exact. Et puis, ensemble, les Italiens ont connu beaucoup de succès à Lutte Grand Prix. Il y avait tellement de bonnes équipes dans cette organisation-là. Évidemment, Brito et Bravo. Écoute, encore aujourd'hui, c'est quand l'année passée ou l'autre année d'avant, il y a eu C'est comme ça que je t'aime, une série qui a passé à tout.tv et avec la gang des Invincibles, la gang de série noire. Et à un moment donné, il y a un personnage qui est Dino Bravo et l'autre de répondre, ben oui, Gino Brito, Dino Bravo, The Italian Connection. Tu sais, parce qu'en anglais, c'était The Italian Connection. Fait
c'est encore des noms qui résonnent pour les amateurs de lutte de cette époque-là, qui ont été champions, évidemment, par équipe de lutte Grand Prix et tout ça. Donc, ils arrivent au numéro 9. Numéro 8. Là, tu fais juste durer le plaisir, hein? Ronnie Garvin et Terry Garvin. Ouais, les frères Bon, Garvin. deux gars que, quand tu entends leur nom, tu ne sais pas nécessairement qu'ils sont québécois. Mais deux gars de Montréal, Roger Barnes et Terry Jovial. Et Terry, j'ai dit Jovial, pas Jovial, Joyal, excuse-moi, c'est un Y. Mais deux gars qui ont travaillé un peu partout aux États-Unis, qui ont fait équipe principalement, je te dirais, dans les États comme le Tennessee, dans ce coin-là, en Floride également, qui ont été très utilisés en Floride. Ils ont eu d'ailleurs un autre Garvin avec eux, Jimmy Garvin, qui était le beau-fils dans la vraie vie de Ronnie Garvin. Ronnie sortait avec la mère de Terry à un moment donné. Et puis, bien évidemment, bon, on a vu par la suite Ronnie Garvin à la WWF. On a vu Terry Garvin qui était agent à la WWF également, mais les deux, c'était avant de voir Ronnie Garvin et Jimmy Garvin ici contre les Rougeaux dans les années 80, dans le temps de lutte internationale, Ronnie faisait équipe avec Terry et ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès, plusieurs titres par équipe, un peu partout où ils passaient dans les années 60-70. Ces deux gars-là faisaient un peu la tournée en Ontario également pour Larry Kazabowski dans le nord de l'Ontario. Donc, deux gars qui ont fait beaucoup de routes. Tu sais, c'est quoi le surnom de Ronnie Garvin? Hein? Le surnom que Raymond Rougeau donne à Ronnie Garvin? Je m'en souviens pas. Marabout. Ah, moi, ça me fait rire. Et j'ai vu Ronnie Garvin, j'étais à AEW l'an dernier, en 2019, là, avant que la pandémie commence, en novembre 2019, et dans le coin de Baltimore. Et il y avait une convention, puis Ronnie Garvin est là. La première chose, j'ai juste dit « Marabout, comment ça va? » Et tout de suite, il se retourne, puis il sait que c'est de lui qu'on parle, là, puis il sait qu'il n'y a pas grand monde qui l'appelle comme ça. Donc, toujours plaisir de voir Ronnie. Donc, c'était l'équipe à la 8e position. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Ronnie dans mon temps. Oui, toi, tu as connu Ronnie, right? Avec son maillot jaune et sa serviette blanche. Écoute, tu ne pouvais pas avoir plus simple que ça. C'était Hands of Stone, Ronnie Garvin, à la WWF, qui ne lui ont pas toujours fait de faveur à la WWF, comme n'importe quel ancien champion de la NWA qui s'en venait, là. Tu sais, rappelle-toi Dusty Rhodes avec les Polka Dots, Harley Race aussi, qui ont donné un rôle quand même de roi, mais tu sais, c'était pas la même chose. Vince aimait ça, faire mal paraître, je crois, les champions de l'autre organisation quand ils s'en venaient avec lui. Mais bon, Ronnie Garvin, Dino Bravo, ça a été pendant longtemps le dernier match entre deux Québécois à WrestleMania avant que Kevin Owens et Sami Zayn s'affrontent cette année. Donc, une longue historique là, du côté de Garvin. Numéro 7. Oh, là, tu y as été Jackson 5 style, hein? Ah, mais c'était le petit... les DJs. Ah, OK. Tu vois, c'est pas clair. Numéro 7, une équipe plus contemporaine. On les connaît présentement sous le nom de Dark Order, mais sur la scène indépendante, c'est les Super Smash Brothers, Evil Uno et Stu Grayson, qu'on a la chance de voir les mercredis à Dynamite du côté d'AEW. Deux gars qui luttent ensemble depuis extrêmement longtemps. Je parlais tantôt de Matt Lee et Jeff Parker qui sont ensemble depuis près de 20 ans. Je pense que Uno et Stu, ça fait depuis 2004 ou 2005 qui sont ensemble. Donc, ça fait également très, très, très longtemps. Ils ont lutté évidemment sur la scène indépendante ici au Québec, du côté de la CPW de Gatineau, un peu partout, la IWS. Bon, ils ont fait le tour. Et du côté des États-Unis, ils ont eu deux runs. Ils ont eu une run avec la PWG et la Ring of Honor autour des années 2010, 2011, 2012.
Ça allait super bien. Il y avait des matchs contre les Young Bucks, il y avait des matchs contre les American Wolves, Eddie Edwards et Davey Richards que tu as eu à TNA par la suite. Ils ont eu vraiment d'excellents combats, tellement qu'il y a une année, ils ont été votés parmi les meilleures équipes, parmi les 10 meilleures équipes au monde. Wow. Et malheureusement, à un moment donné, ils se sont fait, en anglais, on va dire, ils se sont fait flaguer aux douanes. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un avertissement des douaniers disant, écoutez, là, on sait ce que vous allez faire aux États-Unis parce que techniquement, un Canadien ne peut aller lutter aux États-Unis sans avoir un permis de travail commandité par une compagnie de lutte là-bas. C'est très compliqué. Là, on est beaucoup plus permissif en sens inverse ici au Canada. Et Ivo Luno est quelqu'un qui travaille il y avait une position au gouvernement. Donc, lui ne pouvait pas prendre de chance d'avoir un casier judiciaire ou d'être banni des États-Unis pendant 5 ans, comme on a vu certains autres à qui c'est arrivé. Donc, ils ont arrêté tout voyage aux États-Unis. Donc, on les a un peu perdus au niveau américain pendant plusieurs années. Et là, AEW arrive et eux avaient continué à garder contact avec les Young Bucks, entre autres. Ils avaient lutté. À chaque fois que les Bucks venaient à Toronto, par exemple, ils s'arrangeaient pour les voir ou communiquer avec eux ou même lutter contre eux. Et puis, finalement, ils ont eu une offre des AEW et ça a donné ce qu'on voit maintenant, les deux avec le clan Dark Order du côté d'All Elite Wrestling, 2 gars qui ont été souvent votés meilleure équipe au Québec sur le circuit indépendant, donc 2 gars très, très, très talentueux qui nous représentent bien là, du côté d'All Elite. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Numéro 6! Mon Dieu, j'étais un peu surpris. Il manquait une coupe de notes, c'est parfait. C'est un peu... c'est comme ça qu'il était listé dans ma liste originale dans le livre. C'est Pierre Mad Dog Lefebvre. Je ne sais pas si tu te souviens de Mad Dog Lefebvre. Avec plusieurs partenaires, parce que le vote avait fait en sorte que je trouvais ça dommage. Pierre Lefebvre, il a été en équipe avec 3 partenaires et les votes, c'était comme un peu divisé. Alors, j'ai tout mis ça ensemble, ce qui a donné de Pierre Lefebvre avec Frenchy Martin, Pat Patterson et Michel Justice Dubois. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Pierre Lefebvre était tout un lutteur par équipe. Peu importe avec qui il luttait en équipe, l'équipe finissait par connaître du succès. Peut-être que Frenchy Martin, ça a été celui avec qui on se rappelle un peu le plus parce que c'était les dernières années avant son décès. Malheureusement, on sait que Pierre Lefebvre est décédé dans un accident d'auto la veille de Noël en revenant de Chicoutimi avec Tarzan Labottine Tyler et l'arbitre Adrien Desbois. Et lui et Frenchy Martin, là, c'était toute une équipe avec leur béret rouge, leur singlet à bretelles noires, managé entre autres par Tarzan Tyler et avant ça Eddie Creechman. C'était une belle équipe de heel à voir aller. Pat Patterson et Pierre Lefebvre, ça a été dans les débuts de lutte internationale en rivalité avec Raymond Rougeau, principalement. Pat s'était tourné contre Raymond et avait fait équipe avec Pierre Lefebvre. Pierre Lefebvre, il faut le dire, c'était le meilleur ami à Raymond Rougeau. Là. C'était un ami d'enfance à Raymond. C'est Raymond qui l'a amené dans la lutte. C'est Raymond qui l'a entraîné. Finalement, avec Justice Dubois, entre ces équipes-là, il a fait équipe, entre autres, aussi avec Justice, qui était, bon, évidemment, lui aussi, c'est un peu triste. Je remarque ça, les 4 sont maintenant décédés. Mais Justice, qui a été aussi tout un heel ici au Québec. Puis, Pierre Lefebvre, quelqu'un qui avait énormément de potentiel, qui est, comme je le disais, décédé en 85, juste au moment où la WWF commence à prendre le territoire. Plusieurs lutteurs québécois s'en vont avec McMahon et moi, j'ai toujours dit que Pierre Lefebvre aurait fait sa niche
avec la WWF à l'époque. Frenchy Martin y a été dans un rôle de gérant, mais il y est allé. Raymond, Jacques, Dino, Rick, King, Tonga Kid. Il y en a une foulée. Pierre Lefebvre avait beaucoup de talent. Et ben, malheureusement, ça va être un des. Tu sais, en anglais, on dit des what if. Là. Ouais. Qu'est-ce qui serait arrivé si? Ben, ça va être un de ceux-là, malheureusement. On est-tu rendu au numéro 5 ou 6? On est rendu au numéro 5. Wow, là, on tombe dans la crème de la crème. Ah, absolument. Attends un peu. Numéro 5. Oh, ça, c'était digne des hymnes nationaux au Forum de Montréal, mon Marc. Numéro 5, sur la liste originale, ils étaient un peu plus bas, mais c'était avant qu'ils arrivent à la WWE. Et je parle bien sûr de Kevin Owens et Sami Zayn. Oui, ce sont deux adversaires hors pair, mais en équipe, peu importe s'ils sont un contre l'autre ou en équipe, ils font de la magie ensemble, mais ils ont fait équipe à la WWE, même s'ils n'ont jamais été champions. Et ça marche toujours bien. Ils ont une chimie ensemble comme peu de gens ont. Mais avant d'arriver pour McMahon, évidemment, ils étaient sur le circuit indépendant. Ils ont été champions par équipe à Ring of Honor. Ils ont fait le tour du monde en équipe ensemble d'un bout à l'autre du continent, en Europe, un peu partout. Ben, écoute, tu le sais, tu connais les gars, ils ont du talent. Ça leur sort par les oreilles. Et je les ai mis au numéro 5, justement parce que malgré tout le talent qu'ils ont, je pense qu'il y a encore place à, je ne vais pas dire amélioration dans le sens de leur talent, mais amélioration dans le classement. Si un jour, on leur donnait un règne de champion par équipe à la WWE, bien là, je pense que, justement, on pourrait parler de top 4, top 3, top 2, peut-être même numéro 1 un jour. Je pense que sur la liste originale, ils étaient 9e. Et ils étaient 9e sans jamais avoir travaillé dans une grosse organisation comme la WWE. Alors, je trouvais que ça avait juste du bon sens de les mettre numéro 5, deux gars qui nous représentent très, très bien sur la scène internationale en ce moment. Numéro 4. Tu l'as eu sur... il fait partie de ceux que tu m'as nommés tantôt, que tu as eu en entrevue. Les frères Leduc, Paul et Joe Leduc, les frères entre guillemets, bien entendu, Paul Leduc et Joe, qui, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore en 2021, n'étaient pas des vrais frères, mais dans les années 70, fin des années 60 et les années 70, tout le monde croyait que c'était deux frères. La bonne vieille dynamique, un plus petit qui est là la majorité du match. Qui vend. Hot tag, puis là, tu as le gros Joe Leduc qui rentre dans le ring et qui casse tout. C'était ça, les frères Leduc. On commençait en heel. Faut le rappeler, ils ont commencé en heel contre la première génération de Rougeau, entre autres Johnny, et puis qui, bon, par la suite, sont devenus les babyface. La rivalité Leduc-Vachon, c'est une des plus grandes, c'est pas la plus grande rivalité de l'histoire de la lutte au Québec. Ils ont également lutté en équipe en Floride, entre autres. Les Leduc, mais c'est sûr que pour nous, ici au Québec, avec les As de la lutte, et il ne faut pas oublier avec Luc Grandpré également, les Leduc sont probablement les deux premiers coups fumants de Luc Grandpré, c'est-à-dire, on se rappelle à l'époque, c'était la rivalité entre les deux organisations, un peu comme on a connu avec la WCW et la WWE, et puis Luc Grandpré a été chercher les Leduc, les ont signés. On avait fait un gros tabac avec ça, signé à photo pour les signatures de contrats, tout ça. Et il y avait plus d'argent. On leur offrait plein de choses, un peu comme la guerre des lundis soirs nous a donné une vingtaine d'années ou 25 ans plus tard. Mais c'était ça ici au Québec à l'époque. Et les Leduc ont été les premiers là, à changer de clan et à s'en aller du côté de Luc Grandpré, seulement pour revenir quelques années après du côté des As de la lutte. Ça m'a toujours fait rire. Tu connais Paul depuis longtemps. Paul, c'est un ratoureux. Puis Paul, il sait que c'est un ratoureux, puis il est fier de ça. Et Paul, à un moment donné, je lui avais dit, j'ai vu une photo à un moment donné de toi dans le Journal de Montréal. Tu étais à un match de hockey, puis tu étais à côté de Johnny Rougeau. C'était pas encore
su à l'époque qu'il était retourné chez les As de la lutte. Je lui dis, dis-moi que c'était pas dans ton plan, ça, tu sois dans le journal avec Johnny Rougeau. Il me regarde, il dit, voyons, Pat. Il dit, tu sais bien que je savais comment faire les affaires, tu sais, pour que ça fonctionne. Paul était toujours 2 coups en avant. Il savait tout de tout le monde. Il était toujours là, placé au bon moment. En arrière-5, Paul savait comment manœuvrer. Puis quand ça a été le temps de s'en retourner du côté des As de la lutte, ben, il a fait le move. Puis lui et Joe ont été en équipe pendant plusieurs années. Joe a eu des petits bouts en simple, Paul aussi, mais principalement les 2 lutteurs. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Comme dirait Ricky Martin, un, dos, tres, le numéro 3. Oh. Les Québécois. Jacques Rougeau, Pierre-Carl Ouellette, on le sait, multiples fois champion, multiples fois, 3 fois, mais multiples, hein? Oui. 3 fois champion par équipe à la WWF. Une équipe dont on entend parler encore aujourd'hui, évidemment. Pierre-Carl qui lutte encore et Jacques qui a arrêté il y a quelques années seulement. Écoute, 2 gars qui sont arrivés avec un style un peu plus différent. On misait beaucoup sur l'athlétisme dans cette équipe-là. On avait pratiqué, je me rappelle que les gars me contaient que l'été avant de commencer, ils pratiquaient dans la cour chez Jacques. Il y avait un ring d'installé à Rawdon. Puis il prenait le fils de Joanne, Denis Gauthier, junior, comme cobaye, qui avait juste 16 ans. Puis Carl, quand il me raconte l'anecdote, il pleure quasiment à chaque fois parce que Joanne, elle sortait puis elle disait « Faites attention, faites-y pas mal, là, il s'en va à la Ligue nationale, là, lui. » Tu sais. C'était très, très drôle. Puis, il arrivait avec des manœuvres un peu plus différentes, des manœuvres en équipe. Tu avais 2 gars qui, Jacques, qui était plus... il y avait un côté très athlétique dans sa lutte. Jacques, il avait appris, entre autres, au Mexique. Et PCO, pour son gabarit, il était capable de bouger, là. Donc, il arrivait avec 2 styles qui pouvaient se rapprocher à certains niveaux ils ont mis ça en œuvre à la WWF à la mi des années 90, 80, c'est quoi? Ils ont été là de 93 à 95, juste à temps de Jacques prenne sa retraite. Pas une grande longévité, mais quand même, ils ont eu un impact très, très, très important. Tout le monde parlait d'eux. Puis c'est pas pour rien que le match de retraite de Jacques contre Carl a attiré autant. Il y avait quelque chose autour d'eux. Évidemment, le nom Les Québécois, le nom initial qu'il voulait, je crois, utiliser, c'était The Monties, parce que Jacques avait joué le rôle du Monty, mais ça lui avait causé tellement de problèmes. Tu avais la police montée qui ne voulait absolument rien savoir de voir un lutteur jouer le heel sous leur uniforme. Fait qu'au Canada, Jacques luttait sous le nom de Jacques Rougeau, il ne pouvait pas lutter sous le nom de Monty. C'est pour ça qu'il utilisait uniquement le personnage aux États-Unis. Donc, on s'est rabattu sur un nom comme les Québécois. Ils ont lutté également à la WCW sous le nom des Amazing French Canadians. Ça a duré peut-être juste 1 an, mais ils ont quand même été avec la WCW. Ça a permis à Jacques de faire son match contre Hogan à Montréal. Et puis, sont revenus par la suite les 2 à la WWF pour une autre année. Donc, somme toute, un 4-5 ans où les 2 ont été en équipe, mais encore aujourd'hui, ils se font appeler pour des conventions, des signatures, tout ça. Une équipe dont les gens se souviennent très bien. Puis, à mon avis, là, ils avaient été votés numéro 3. Je n'ai pas changé les 4 premiers parce que pour moi, ils étaient justes et c'est bien mérité. Numéro 2. Je vais y aller immédiatement avant que ça continue. On a parlé des Leduc tantôt. Là, on va parler des Vachons. Maurice et Paul, Mad Dog et The Butcher Vachon. Écoute, une équipe qui a lutté un peu partout ensemble. Ils ont eu un de leurs premiers breaks, en fait, ça a été à Calgary.
lorsque pas longtemps après que Paul ait commencé à lutter, Maurice et lui ont été lutter à Calgary. Et c'était des lumberjacks, tu sais, les Leduc, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais, parce que pour moi, c'était un acquis, mais les Leduc, c'était des bûcherons. Et Paul en a fait une gimmick tout le long de sa vie. Mais Maurice et Paul étaient des bûcherons. Avant, il faut croire qu'au Québec, on avait juste ça, des bûcherons. Mais c'était des bûcherons quand ils allaient lutter à Calgary. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient fait un photo-op pour Stu Hart. Et Stu voulait qu'il y ait une barbe, mais les gars n'avaient pas encore eu le temps de se faire pousser la barbe. Fait qu'ils ont été dans un studio et ils ont mis des fausses barbes pour faire la photo. Le temps que leur vraie barbe pousse et par le temps qu'ils se rendent à Calgary, ben, leur barbe avait poussé. Ils ont été là juste 6 mois. Ce qui est particulier, c'est que par la suite, Paul est un peu parti autour du monde parce que Maurice devait aller lutter en Australie. Et il ne voulait plus y aller. Et il a demandé à Paul de le remplacer. Et Paul est parti en Australie, 1960, fin 1960. Et il est revenu en Amérique en 69. Wow! Pas trompant. Il est parti là, tout ce temps-là. Et puis, quand il est revenu, ben, ils ont recommencé à faire équipe. Et entre autres, dans la AWA de Vern Gagné à la fin des années 60, les Vachons étaient c'est une des rares équipes de l'histoire à s'être classée parmi les 10 meilleurs dans une année pour attirer des foules. Quand tu regardes qui fait les finales, puis le nombre de spectateurs que ça attirait, ils ont été là, une des rares équipes avec les Road Warriors des décennies plus tard à faire partie de ces classements-là annuels, multiples fois champions par équipe avec la AWA. Et ben, ils étaient là justement en 71 pour Vern, lorsque Yvon Robert, père, le Yvon Robert, le meilleur lutteur québécois de tous les temps, est débarqué pour dire, ben moi, mon gars va commencer à lutter. Lui, il avait eu une mésentente avec Johnny Rougeau, Yvon Robert, et Yvon, il a dit, je veux partir une organisation pour faire compétition à Johnny. Puis il avait été voir Maurice, puis il dit, je veux que tu reviennes chez nous, là. Puis il dit, je veux que tu sois actionnaire avec moi là-dedans. Et Paul avait suivi. Et il avait été chercher Édouard Carpentier qui faisait presque uniquement les commentaires à l'époque pour les As de la lutte et qui pensait qu'il y avait encore de bonnes années devant lui dans le ring. Et avec quelques autres partenaires, ben, ils ont parti le Grand Prix. Puis finalement, ben, Paul, il a eu un rôle plus grand qu'on pensait au début parce que c'est devenu le promoteur de l'organisation. Et à Montréal, dans ces années-là, sous la Commission athlétique de Montréal, le promoteur ne pouvait lutter à Montréal. C'est pour ça que Johnny n'était pas le promoteur pour les As de la lutte, c'était Bob Langevin. Ouais. Fait que Johnny pouvait lutter. Fait que de Paul, ça avait été le choix parce que Maurice et Édouard étaient vus comme des plus grandes vedettes au Québec. Mais c'est pour ça que Maurice et Paul ne luttaient jamais en équipe au Forum. Paul n'avait pas le droit de lutter. Fait que leurs assistances entre les Vachons et les Leduc, la rivalité que je parlais tantôt, s'est faite partout au Québec. Partout, incluant Verdun. Parce que l'auditorium de Verdun, c'était là où ils faisaient leur show à chaque mardi. Les As de la lutte, c'est au Centre Paul-Sauvé. Les Vachons, c'était à Verdun. Et puis, mais Verdun ne faisait pas partie de Montréal à l'époque. Donc, la commission athlétique n'avait pas juridiction à Verdun. C'est la même raison pourquoi Viviane Vachon ne luttait pas à Montréal au Forum. Les femmes n'avaient pas le droit de lutter à l'époque, mais elles pouvaient lutter à Verdun ou à Québec. Hey. Et les Vachons, les Leduc ont le record d'assistance au Colisée de Québec. 17 008 personnes. Et c'est pas ce qui avait été annoncé. Ça, c'est ce que Paul Leduc avait gardé dans ses archives. Parce qu'il avait été annoncé, c'est la capacité légale permise par le service d'incendie de Québec. Parce que tu ne pouvais pas dépasser un certain chiffre avant que ça soit comme dangereux d'avoir tout ce monde-là. Mais il y avait en réalité 17 008 personnes ce soir-là à Québec et ils ont brisé des records partout, à Sherbrooke, à Thetford, un peu partout où ils sont passés. Les arénas étaient toujours pleines. Et même Maurice faisait des petites allusions au fait que les Leduc n'étaient peut-être pas des frères. Puis ça rentrait dans le storyline. Il disait, voyons, comment ça se fait que Joe, il a les cheveux foncés, puis toi, Paul, t'as les cheveux roux. D'après moi, vous n'avez pas la même mère, puis vous ne le savez pas. Puis, tu sais,
C'était toujours des petites pointes comme ça. Les hauts micros, Maurice était quelque chose d'autre. Ouais. Et les Vachons, bien évidemment, ils ont été champions ici au Québec et partout un peu où ils sont passés. Donc, ça a été une des grandes équipes d'une des grandes familles de lutte qu'on a eues ici au Québec. Et finalement, ton numéro 1. Pas chanté, juste dit numéro 1. Avec Solennel, numéro 1, ben écoute, ceux qui suivent le classement depuis le début, il y en a une que je n'ai pas encore nommée. Les fabuleux frères Rougeau, Jacques et Raymond. Je crois qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Ces deux gars-là avaient du talent par-dessus la tête. Ils ont connu du succès en équipe ici au Québec pendant de nombreuses années avant de signer pour la WWF, où ils ont également connu beaucoup de succès. Tu sais, on en parle peu souvent ou on l'oublie, mais les Rougeaux et les Rockers avaient tellement une bonne chimie, faisaient tellement d'excellents combats que souvent on les mettait en finale dans les house shows. Parce que il n'y avait pas un match qui pouvait suivre ça. Donc, ces gars-là sont arrivés, tu sais, la bombe québécoise, là, c'était une prise qui était tellement innovatrice que personne n'avait jamais vu. Ils sont arrivés en babyface, ils sont arrivés en 86 avec la WWF. Et puis, à partir de là, ça a été les deux ensemble jusqu'à la retraite de Raymond en 89. Ils ont été babyface au début, ils ont été ensuite heel avec Jimmy Hart, les Fabulous Rougeau Brothers, avec évidemment le thème que, contrairement à toi, je ne chanterai pas. Mais allez sur YouTube, faites Fabulous Rougeau Brothers et vous allez tomber dessus immédiatement. C'est un thème qui était chanté en français par Jacques et Raymond, musique de Jimmy Hart, et ça les a tellement là, mis au monde au niveau... tu sais, les Rougeaux n'avaient jamais été heel. La famille Rougeau, c'est des babyface. C'est la famille royale de la lutte au Québec. Là, on parle souvent des Hart à Calgary, mais au Canada et au Québec principalement, il ne faut pas oublier les Rougeaux qui datent du grand-oncle D.O.G., Johnny, Jacques le père, les trois fils, Armand Rougeau qui a fait équipe à plusieurs reprises avec ses deux frères dans le temps de lutte internationale. Puis on les a vus à la fin des années 90, lorsque Jacques faisait ses shows sous la bannière de LI 2000. Mais au Québec, ça a été... tu sais, au Québec, on parle souvent de Dino Bravo, c'était notre Hulk Hogan, c'était le babyface. On parle beaucoup de Ricky Martel, principalement à Québec, mais je te dirais que les Rougeaux, il ne faut pas les oublier. Là. Il y avait 4 gros babyface au Québec de 80 à 86, et ça a été Bravo Martel et les frères Rougeau. C'était une équipe qui a fait courir les foules. Évidemment, les deux paraissaient bien. Beau bonhomme, musclé, en shape, qui savait bouger dans le ring. Jacques, qui était probablement un meilleur orateur que Raymond. À l'époque, je pense que Raymond, comme commentateur, a pris du galon à ce niveau-là avec les années, mais à l'époque, je pense que Jacques avait un peu hérité de Johnny, de son oncle Johnny, puis Raymond, lui, avait hérité plus de son père. C'était le gars solide, le gars là, que tu voulais pas affronter dans une vraie bagarre, Raymond. Il savait se battre, là. Il avait fait de la boxe, puis bon, il savait se défendre. Et c'était un peu plus le straight guy. Jacques, c'est un peu plus le gars qui était un peu plus extraverti dans l'équipe. Ça faisait une super bonne dynamique, une super bonne chimie. Ils nous ont très, très bien représentés à la WWF, malgré le fait qu'ils n'aient jamais remporté de titre par équipe, sauf l'été 87, en août 87, lorsqu'ils avaient, puis je ne sais pas si tu te souviens de ça, ils avaient remporté les ceintures contre la Hart Foundation. Et durant le match, il avait utilisé le mégaphone de Jimmy Hart à l'insu de l'arbitre et qui avait fait exploser la foule parce qu'évidemment, quand un babyface utilise les tactiques du heel contre le heel, tu
sais, ça ne devient pas un méchant, là, ça devient un héros qui a su manœuvrer puis qui a su, genre, avoir le dessus sur le heel. On leur donne les ceintures. Il y a eu des photos, là. Il y a des photos qui existent, là. J'en ai des photos des deux rougeaux avec les titres. Moi, je me souviens, à TVA ce soir-là, au bulletin de nouvelles de 11h, bulletin de sport, on avait annoncé la victoire des rougeaux. Ils étaient champions du monde par équipe. Mais dans le jargon, on va dire un dusty finish. C'était tout simplement pour donner un pop local à la foule. Et dans les faits, ça n'a jamais été télévisé, ça n'a jamais été annoncé à la télévision du côté de la WWF, mais localement, Jack Tunney, qui était le président dans les histoires à l'époque. Le gars de Toronto. Un gars de Toronto, ben oui, absolument. Et puis, les Tunney qui ont été longtemps promoteurs, d'ailleurs, à Toronto, Frank Tunney dans les années 50-60. Et Jack Tunney qui avait dit que dans le fond, à cause de l'utilisation du mégaphone, que la décision avait été renversée, mais on avait vu ça uniquement pour le Québec, là. Ça avait été fait uniquement pour la télé du Québec à l'époque. Et puis, je ne sais pas si Raymond t'en parle, mais je pense qu'elle a toujours un petit peu dérangé qu'on ne lui ait jamais donné les titres par équipe à la WWF. Je pense que c'est quelque chose qu'il aurait aimé. C'est pas bon, il n'en fait pas un drame, puis il a travaillé pour la compagnie longtemps après, comme on le sait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il aurait aimé avoir à un moment donné. Mais bon, on les a eus temporairement. Il y a des photos, c'est là. Il y a une histoire à raconter autour de ça. Et pour moi, le vote avait été au rougeau, puis c'est difficile d'aller continuer. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâte pour son appui. La Shop à pâte au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâte 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâte.ca. Et quand on regarde tous les lutteurs que tu as nommés, Pat, c'est incroyable comment on est choyé, où on a été choyé. J'espère que la suite va continuer à nous choyer avec du talent comme ça. Là. Elle prend les 20 noms que tu as nommés, là, c'est quelque chose. Absolument, absolument. Puis, je me souviendrai toujours de Kevin Owens qui avait fait un séminaire avant de signer pour la WWE ici au Québec, puis il avait dit, expliquer aux jeunes lutteurs comment travailler dans un match par équipe. Puis ça m'avait fasciné parce que pour lui, un match par équipe devrait toujours être un meilleur match qu'un match en 5. Parce qu'il dit, on est 4 pour faire la job au lieu juste de 2. On a le temps de se reposer un peu, chacun notre tour, et tout le monde a un rôle à jouer. Puis la façon qu'il expliquait ça, c'était bon, la personne qui tient la corde, la fameuse corde, elle n'est pas juste là pour tenir la corde, elle a un rôle. Il ne faut pas qu'elle soit morte, cette personne-là, un poteau, debout sur les l'apron, en train d'attendre puis de regarder ce qui se passe. Il faut qu'elle fasse réagir la foule, il faut qu'elle joue la game de « Hey, commande, il faut qu'elle encourage son partenaire, qu'elle bouge, c'est un rôle qui est là, qui est un rôle qui est important, puis c'est une dynamique, les matchs par équipe, qui est totalement différente d'une dynamique en simple. Puis c'est vrai que bien fait, un match par équipe, ça a le potentiel de toujours être un match spectaculaire, plein d'actions, qui va faire réagir la foule. Et c'est une division qui n'est pas toujours mise en valeur dans les grosses organisations, principalement la WWE. Et EW, on essaie justement de faire l'inverse et de mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Mais c'est une division, peu importe la grosseur de l'organisation, qui vaut la peine d'être développée parce qu'on peut souvent faire commencer du nouveau talent là-dedans qu'on n'avait peut-être pas vu ou qu'on veut essayer. Puis souvent, il y a des talents qui vont sortir de ces équipes-là pour devenir par la suite en solo. Quelqu'un, on pense à Shawn Michaels, par exemple, qui est un exemple. Bret Hart également, qui est sorti d'une équipe. Donc, moi, c'est toujours des matchs que j'aime bien. Puis, voilà le top 10 de l'histoire des meilleures équipes du Québec. Pat Laprade, merci énormément de ton temps, de t'être prêté au jeu pour le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et toi, tu étais booker pour la TOW? J'ai été booker pour la TOW, oui. Lequel?
J'ai été booker pour. Attends, mais j'essaie de me souvenir. TOW, le TOW où il y avait Hurricane Helms, où il y avait Shelton Benjamin en équipe avec Drew Onyx. C'était-tu TOW 5? Bon, on n'est pas, je ne le sais pas. Mais tu en as fait combien à titre de booker, 1 ou 2? Je pense que j'en ai fait 2 ou 3. Tu regarderas ça, parce que j'aimerais ça qu'on fasse un podcast dans le futur sur ton rôle de booker. TOW3, TOW6 et TOW7. C'est les trois que j'ai fait. Oui, c'est les 3 que j'ai fait. 3, 6 et 7. J'ai pas fait 4 et 5. Et plus tard, j'aimerais ça qu'on regarde ma carrière en chiffres parce que tu es le seul à l'avoir. Alors, dans les mois qui viennent, à un moment donné, je te lancerai l'invitation puis on regardera ça ensemble sur un podcast. Ça va être intéressant. Quand tu veux, Marc, ça va me faire toujours plaisir de venir sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Pat, et à la prochaine. Merci, Marc. Bye-bye. Bye-bye. Quelle générosité, Pat Laprade. Un bon ami. Semble-t-il que c'est un bon danseur. C'est ce qu'on m'a dit suite au mariage, alors qu'il faisait partie d'un bon groupe de membres de la famille et des amis. Alors, merci encore, Pat Laprade, pour ce top 10 vraiment inclusif. Et il y a des noms là-dedans. Je suis certain que ça leur a rappelé beaucoup de souvenirs aux fans du Soyez-y, mesdames, messieurs. Je termine avec quelques courriels, dont celui de Jonathan Deroy. Bonjour, Sim. Voici à moi mon top 3. Au niveau local, TDT, Thomas Dubois, Mathieu Saint-Jacques de la IWS. 2.0, Big Magic, Shane Matthews et Jagged Scott Parker de la NWA Québec. Les frères Renaud, Gilles et Brian de la FLQ. Son niveau mondial, il met les Québécois Jacques et PCO, les frères Rougeau, Jacques et Raymond, et il met la Résistance 3e, même si uniquement 50%, donc uniquement mon ami Sylvain Grenier faisait partie, bien sûr, des Québécois. Les classiques, il nous met les frères Vachon, Maurice et Paul, les frères Leduc, Joe et Paul, et il nous met une équipe classique de André Le Géant et de Édouard Carpentier. C'est sûr que ce ne sont pas des Québécois, mais ils ont œuvré longtemps au Québec. Donc, c'est sa façon de voir les choses. Jonathan, merci. David Malenfant, son top 3 à lui. Top 1, Kevin Owens et Sami Zayn. Top 2, Evil Uno, Stu Grayson, Dark Order. Et son top 3, son troisième, Matt Lee, Jeff Parker, ancien Everrise de la NXT, aussi connu sous le nom de 3.0. Alors, il nous dit, ça fait pas longtemps que j'ai recommencé à écouter la lutte, c'est pas mal eux qui m'ont marqué. David, c'est numéro 1. Et je termine avec Éric Mailloux, ses 3 équipes. Lui aussi, il a mis la Résistance 1. Il l'a mis en première position avec Sylvain Grenier, les Québécois 2 et les Rougeaux, Jacques et Raymond en 3e. Alors, ça termine le podcast de cette semaine. C'est le dernier sur les équipes. On a fait un bon bout de chemin là-dessus. La semaine prochaine, le prochain épisode, on vous amène en 1988 à Sainte-Thérèse, un match de balle qui opposait les lutteurs de la WWF et des joueurs du Canadien de Montréal, dont Guy Carbonneau et Stéphane Richer, entre autres, et des animateurs du 96.9 C'est quoi FM. Alors, tout un événement. On a des images de ce match-là. Alors, j'aurai plusieurs invités. Et prochainement, sûrement tout de suite, l'épisode après le match de balle, on va rendre d'une façon spéciale hommage à Mr. Wonderful, Paul Orndorff, qui est décédé il y a quelques semaines. J'ai des souvenirs à vous partager de ce que j'ai connu avec lui. Alors, j'en termine en disant merci à IG Gestion de patrimoine, Bureau de Montréal-Rive-Sud, mes amis Maxime, Sylvain, LP. N'oubliez pas de m'écrire en privé si vous avez besoin de conseils pour les placements, assurances, etc., votre retraite.
je vais vous mettre en contact. C'est sûrement pas moi qui va vous donner des conseils, mais ils le font pour moi. Ils peuvent le faire pour vous. Sur ce, je vous dis